Sous nos pieds, les paysages grandioses de l'Ariège. À bord de l'hélicoptère, Didier Taillefer. Il est né au bord de la Garonne. C'est l'un des photographes spécialisés dans les prises de vue du fleuve. En compagnie de son pilote, Sylvain Barrault, il part ce matin en reportage pour un magazine de la région. Je pars sur une mission photographique pour photographier le trou du Taureau, qui est la source principale de la Garonne. C'est un endroit absolument magique qu'il faut connaître au moins et avoir vu une fois dans sa vie. Pour atteindre ce site spectaculaire, perché à 2000 mètres d'altitude, Didier et Sylvain vont voler jusqu'en Espagne, dans la province de l'Aragon. Un voyage qui les fait passer à proximité du célèbre pic du Midi et son observatoire astronomique. Nous sommes en train de pénétrer la chaîne des Pyrénées. Nous approchons des crêtes. C'est plein cap là. Un cap, hein? On arrive dans 10 minutes normalement, si tout va bien. Au passage, l'équipe survole les plus beaux lacs de la région. Comme ici, le lac d'O'o et sa spectaculaire cascade de 275 mètres de hauteur. Cette crête marque la frontière entre la France et l'Espagne. Donc là, nous arrivons sur le trou du Taureau. C'est un gouffre profond d'une quarantaine de mètres, dans lequel les eaux de la fonte des glaciers se précipitent. Un phénomène naturel étonnant, car les eaux s'infiltrent sous la montagne et disparaissent. Elles effectuent alors un parcours souterrain de plus de 3 km, avant de réapparaître dans la région du Val d'Aran, toujours en Espagne. Je suis complètement fasciné de me dire que l'eau rentre dans la montagne et ressort quelques kilomètres plus loin. J'aimerais être une molécule d'eau pour pouvoir rentrer dans le trou du Taureau et faire le trajet qu'elle fait au travers des roches pour pouvoir ressortir. C'est un de mes rêves. Ce n'est qu'en 1931 que Norbert Casteret, un spéléologue réputé, a prouvé que la Garonne prenait sa source principalement ici. Et c'est derrière ces montagnes que la Garonne réapparaît, en plein cœur du Val d'Aran. Là, c'est une Garonne très harmonieuse en fait, qui suit un petit peu les cours du terrain de la vallée. Elle est bordée d'arbres, elle est très agréable. Là, elle est calme, donc elle donne envie d'aller se poser au bord, de l'écouter couler, de la regarder. C'est un moment d'osmose, enfin, c'est superbe. Didier arrive maintenant à la frontière. C'est ici que la Garonne devient française avant d'atteindre le plan d'Arème, ce barrage proche du village de Fos. La Garonne et moi, ça peut paraître très prétentieux, mais en fait c'est une rencontre. Je n'irai pas prétendre que la Garonne a besoin de moi, mais moi j'ai besoin d'elle. Si je ne suis pas très bien, je me ressource, je me reconstruis dans la Garonne vraiment. Le torrent traverse la montagne en passant par le village de Saint-Béat, surnommé la Clé de la France, pour sa position de verrou sur la rivière, avec son château du XIIe siècle.
Pendant des milliers d'années, la Garonne a enrichi les terres. Au pied des Pyrénées, elle a donné naissance à un véritable jardin de cocagne, le Comminges. Une vallée dominée par l'imposante cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Ce chef-d'œuvre de l'architecture romano-gothique était une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Dans la commune de Huos, les hommes ont aménagé ce verger potager sur un ancien méandre de la Garonne. Ce jardin bio, c'est l'œuvre de Rémi Martin. Il a créé ce domaine il y a 8 ans. Regardez comme c'est magnifique ici. Donc avant, on avait le lit de la Garonne qui passait là, et c'est pour ça qu'on a autant de cailloux. Et c'est aussi pour ça que la terre est bien drainante. Un des secrets de la qualité de cette terre, ce sont les milliers de galets laissés ici par le fleuve. On en a moins maintenant. Mais bon, on en a moins, mais on en a encore, quoi. Ouais. On en a encore. Les plus gros, on les a enlevés. Et puis là, maintenant, ben, on a été bon, parce qu'au bout d'un moment, alors comme on ne laboure pas, ben, ils ne remontent pas trop. Mais bon, on en a toujours, Et il y en a partout. C'est pour ça qu'on voit... dès qu'on voit des arbres ici sur cette plaine, c'est qu'on a des pierriers qui ont été faits avec l'ensemble des cailloux. Là, on voit un petit îlot, là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ce champ la Petite Île. Les fruits et légumes ici sont arrosés avec de l'eau de la Garonne. On pompe à 25 mètres et on a mis en place notre réseau d'irrigation. Et c'est directement l'eau qui vient des Pyrénées, hein, qui alimente cette nappe. Et nous, ben, on peut en bénéficier. Et c'est un don de la nature. C'est vraiment un don de la nature. C'est peut-être pas le potager du roi de Versailles, mais en tout cas, ici, on est super heureux. Pour cultiver ce jardin, Rémi a créé une association de réinsertion professionnelle. Bon, allez, on va ramasser les carottes. Vous avez commencé? Oui. Les carottes du matin. Petites carottes du matin. C'est plein de vitamines en plus, c'est super. Elles sont toutes sucrées, elles sont super bonnes. Ah ouais, c'est sûr. Les fruits et légumes sont récoltés tous les matins. Après chaque cueillette, ils rejoignent l'atelier de préparation, situé à l'autre bout du domaine. Il y a les carottes. Vous m'aidez. Hop. Voilà. Je te laisse faire, s'il te plaît, Alex. C'est Emmanuelle qui dirige l'atelier. Elle vient de la région parisienne et travaille ici depuis 6 ans. Je veux bien que tu trouves les fraises. Ouais. Ce matin, elle supervise la préparation de la livraison du jour. Car ici, les fruits et légumes ne sont pas vendus sur place, mais sous forme de paniers garnis. Leur contenu varie selon les saisons et les ressources du verger potager. C'est un mode de distribution qui me plaît. On reste dans le local, dans le direct. Après, on a des adhérents maintenant que je connais depuis 6 ans, avec qui on a lié un super contact. Donc pour ça, c'est chouette. Il y a le contact humain avec les personnes avec lesquelles je travaille et le contact avec les adhérents qui viennent chercher leur panier. Hop. Et c'est les derniers. C'est fini, poussière. Pour livrer leurs 200 paniers, 2 fois par semaine, Emmanuelle et Rémi parcourent toute la vallée.
S'ils ont choisi ce système de maraîchage solidaire, c'est aussi pour créer du lien social dans la région. C'est chouette de pouvoir se sentir un peu utile en emmenant des légumes frais et locaux dans les villages un peu plus éloignés, où il n'y a pas vraiment d'agriculture de par le fait que ça soit en montagne. Donc, ça permet à des personnes d'accéder à des produits bio, frais et livrés près de chez eux. Moi, je ne suis pas originaire d'ici et je m'en lasse pas. Ce côté montagne et plat à la fois par le lit de la Garonne, c'est une richesse pour moi. Pour protéger le fleuve, l'association de Rémi Emmanuel s'engage aussi dans l'entretien des berges de la Garonne. Elles sont régulièrement ravagées par ces crues qui commencent au printemps, quand la neige des Pyrénées fond en quelques semaines. Des torrents d'eau et de boue qui provoquent d'importants dégâts. On va essayer d'être méthodique pour essayer de passer vraiment partout, récupérer le maximum de plastique. À la limite, vous vous mettez en ligne, mais pour être vraiment sûr de ne pas en oublier. Dans l'association, c'est Aurélie qui est responsable de l'entretien des berges. Depuis 5 ans, avec son équipe, elle se mobilise pour nettoyer les rives du fleuve. En ce moment, le courant est particulièrement fort parce qu'on a eu d'importantes crues qui ne sont pas encore tout à fait terminées. On a encore beaucoup de débit. Et c'est vrai que ça continue de charrier pas mal de déchets, de débris. Il y a des végétaux, il y a pas mal de choses qui sont encore transportées par la Garonne. Et là, elle n'a pas encore retrouvé son lit final. Je pense qu'elle va encore se calmer. Les énormes quantités de bois mort transforment l'écosystème de la Garonne, car elles étouffent la végétation des berges. Pensez à soulever les tas de branchettes. Il y a plein de plastique collé dedans. N'hésitez pas à les secouer un peu. On retrouve toujours beaucoup de choses sur la Garonne. Tout se retrouve dans nos cours d'eau. Quelque chose qui est jeté dans un fossé, un papier en bord de route, une pluie, un orage. Tout est embarqué vers le premier ruisseau, puis le ruisseau vers la rivière vers l'océan. Enfin, le cycle de l'eau naturelle, quoi. Et c'est vrai qu'on se retrouve vite avec ce genre de déchets sur la Garonne. Des bouteilles de gaz, on retrouve vraiment tout et n'importe quoi. Beaucoup de plastique parce qu'ils ont la propriété de flotter, donc le souci des plastiques, c'est que ça s'accroche partout. Les pneus, ça s'enterre dans le sable. Et après, pour les sortir, c'est infernal. Encore une chaussure. En une seule journée, l'équipe d'Aurélie a rempli 12 sacs poubelles et ramassé une trentaine de pneus de voiture. La Garonne est le fleuve le plus tumultueux de France. Tout au long de sa course, il reçoit les eaux de nombreux affluents en provenance des Pyrénées et du Massif central. Cet apport abondant modifie le débit du fleuve. Au sud de Toulouse, l'Ariège est le premier gros affluent que rencontre la Garonne. Un peu plus loin, au sud d'Agen, le Tarn joue aussi un rôle essentiel. Ces eaux d'un vert intense permettent à la Garonne de doubler son débit. Mais la nature capricieuse du fleuve accentue l'érosion des berges, transforme le paysage et menace la biodiversité. Un programme de restauration est en cours pour aménager 32 km de rive.
Il est dirigé par Paul Simon, que Didier Taillefer, notre photographe aérien, accompagne aujourd'hui. Tiens là, regardez là. Il y a trop d'arbres qui pèsent sur cette falaise qui est très friable et qui du coup fragilise d'autant plus on le voit là d'ailleurs, fragilise d'autant plus la falaise. C'est-à-dire que là, avec les jours de vent, la falaise va partir du fait de l'arbre qui va trop se pencher. Ce matin, Paul, en charge de l'écologie du fleuve, cherche un endroit propice pour planter un rempart de roseaux qui protégera la rive. Alors ici, on va essayer de voir la hauteur de vase, parce qu'on se trouve en fait sur une ancienne terrasse qui est aujourd'hui submergée. Ok. Au bout du... Là, on a de la vase. Jackpot. 1,90. Wow. C'est-à-dire, jackpot? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vases et donc pour mettre des plantes qui sont semi-aquatiques, qui aiment aussi bien l'eau que la vase, ici on a une quantité largement suffisante. Donc là, a priori, on est sur un endroit qui m'a l'air pas mal pour faire une espèce de roselière juste en bordure des boisements qui sont derrière nous. C'est une rivière qui inspire vraiment de la sérénité. J'ai du plaisir à me trouver ici. En plus, la découvrir sur un canoë, c'est vraiment l'idéal. Aucun bruit, que le clapotis de l'eau, le bruit des oiseaux. C'est un véritable tableau. Il y a de gros enjeux autour des oiseaux d'eau. Le but, c'est de faire revenir ces oiseaux et de maintenir leurs habitats naturels pour qu'ils puissent se développer. Puisqu'en fait, on a pas mal d'espèces d'oiseaux qui sont rares au niveau de la Garonne et qui sont plutôt en déclin. Alors, pour les faire revenir, Paul et son équipe reconstituent des roselières, comme ici à Caser, au sud de Toulouse. Pour planter, c'est tout simple, puisque c'est de la vase, c'est meuble. Vous faites un petit trou de la profondeur du plant. Il faut que le plant affleure de la vase, d'accord? Et après, vous rempotez avec la main. N'hésitez pas là, à tapoter autour du plant. Ce matin, les habitants sont venus lui prêter main forte. Cela fait 6 mois qu'ils préparent ce projet ensemble. Tu vas voir dans quelques temps, quand ça va grandir, en plus il va y avoir des fleurs, ça va être très très joli. Puis ça va bien les protéger. C'est important pour eux parce qu'ils ont touché, ils ont vu concrètement comment ça se passait. Donc pour eux, ils sont sensibles. Il restera toujours quelque chose et ils vont faire attention justement de ne pas venir polluer cette Garonne ou de venir en prendre soin. Je suis du village voisin, mais on compte aussi aménager les bords de Garonne sur le village voisin. Et Caser a été les pionniers pour cette affaire-là. Je trouve que c'est très bien. C'est un acte citoyen. J'adore ma ville. J'y étais enfant. Donc c'est très bien. Je crois qu'il y a vraiment un attachement fort pour cette Garonne et que donc les gens, quand on leur a proposé d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux plantations, aujourd'hui on le voit, ils ont répondu présent à nouveau. Et c'est vraiment un plaisir, même pour moi, de voir que tout le monde participe à ce genre d'opération. Aujourd'hui, c'est un moment de partage, de convivialité, de bonheur. Tout le monde est content d'être là, les mains dans la matière, à planter. À donner même une énergie positive à toutes ces plantes qui vont émerger, pousser, se développer et attirer elles-mêmes plein de vie animale. Oui, c'est un bon moment. Ces crues fréquentes et violentes rendent la Garonne incontrôlable. Pendant des siècles, la navigation a été très difficile. Elle dépendait des caprices du fleuve. Au XIXe siècle, le canal du Midi qui arrive à Toulouse est prolongé pour enfin relier la Méditerranée à l'Atlantique. C'est le canal latéral de la Garonne, qui va jusqu'au sud de Bordeaux.
Après 20 ans de travaux, il est inauguré en 1856. La navigation peut désormais se faire sans risque. Aujourd'hui, c'est le paradis des amoureux de la plaisance. Nous sommes ici sur le canal de la Garonne, à mi-parcours, dans la région d'Agen. Bertrand Lagrange navigue sur le canal depuis 10 ans. Le canal a été creusé carrément ici, entièrement dans la vallée de la Garonne. Nous avons la Garonne pas loin, une centaine de mètres derrière. Et il a été creusé pour permettre le niveau de l'eau, pour pas trop avoir un dénivelé, pour pas avoir de courant, bien sûr. Voilà, une navigation tranquille, regardez, derrière, calme, serein. On laisse un petit sillage derrière nous, on fait attention à la vitesse. On ne doit pas dépasser les 8 km/h, parce qu'en fluvial, on parle en km/h. Hein. Nous ne sommes pas des vrais marins, nous sommes des marins d'eau douce, il paraît. Mais regardez ça, tranquillité, sécurité, c'est agréable. Mais après sa construction au XIXe siècle, le canal n'a pas eu le succès escompté. Car un événement a tout bouleversé, l'arrivée du chemin de fer. Ce canal, le jour de son inauguration, un train arrivait en gare d'Agen. Donc il y a eu une mise en concurrence immédiate et les navigations commerciales a quand même continué, mais vraiment au goutte à goutte avec certaines péniches pour des transports de denrées non périssables, donc le maïs, le blé, le vin, le bois, mais n'a pas eu ces grandes années de gloire, malheureusement. Aujourd'hui, le canal connaît une nouvelle vie grâce au développement du tourisme fluvial. Sur 193 km, malgré le passage de quelques écluses, la navigation est à la portée de tous. Sur cette portion du canal, il faut passer 4 écluses pour rattraper un dénivelé de 10,50 m. La dernière écluse, c'est la plus profonde. Voilà, on est vraiment entouré par ces deux murs là, cernés. Combien de dénivelé, Christian? À peu près 4 mètres. 4 mètres. C'est quand même important. Ouais, c'est la plus profonde de la ville. On voit dans la marque, dans la pierre du bajoyer de l'écluse, l'usure faite par les cordages, par les amarres au fil du temps. Donc plusieurs marques. C'est émouvant. On se dit que c'est là depuis plus d'1 siècle. Les gens, des mariniers qui sont passés là. Aujourd'hui, Christian L'Éclusier voit défiler toutes sortes de plaisanciers. L'année dernière, il y en avait un, il revenait d'Antarctique, de passer 2 ans en Antarctique, il rentrait. Il passe par là parce qu'on passe de la Méditerranée, on passe l'Atlantique, sans faire le grand tour de l'Espagne par Gibraltar. Ça a été quelque chose, hein, ça a été une bonne invention. Bertrand atteint maintenant le site le plus spectaculaire de son parcours. Nous venons de franchir les 4 écluses, donc derrière nous, et nous arrivons sur Agen, avec d'abord la traversée du pont Canal, ce long pont de 571 mètres. Un ouvrage assez exceptionnel pour l'époque. Donc une construction de ce pont qui a commencé en même temps que la pose de la première pierre sur le canal. Donc en 1836, par le duc d'Orléans, en personne, qui est venu. Ça fait donc plus d'1 siècle et demi que ce pont existe et il ne fuit pas. C'est du costaud. Il passe au-dessus de la rivière la Garonne, à une hauteur quand même plus de 50 mètres. En enjambant le fleuve, le pont permet au canal de changer de rive et offre un point de vue insolite sur la Garonne. Généralement, c'est l'inverse. On passe dessous et puis les voitures ou les piétons au-dessus. Là, c'est nous en bateau qui franchissons une rivière. On
constate donc d'ailleurs aujourd'hui, avec plus d'une semaine de précipitations, de pluie dans les Pyrénées sur le sud-ouest, qu'elle est bien chargée, qu'elle est bien tumultueuse. Donc on se dit, on ne voudrait pas s'y aventurer en bateau ou en gabarre sur la Garonne, et qu'on est bien heureux d'être sur le pont-canal et sur le canal pour naviguer entre Agen et Bordeaux. Tout au long de son histoire, Agen a subi les crues de la Garonne, au point de devenir au XIXe siècle la ville la plus inondée de France. 3 crues ont été particulièrement violentes. En juin 1875, la Garonne sort de son lit dans la nuit, après un mois de pluie ininterrompue. Le niveau d'eau monte jusqu'à 11,70 m. Il atteint plus de 10 mètres lors de la crue de mars 1930. L'eau monte à raison de 37 cm par heure. En février 1952, le lit de la Garonne touche presque le tablier du pont-canal. Le fleuve envahit toutes les rues. Pendant 4 jours, les Agenais se réfugient aux étages supérieurs des habitations. La grande angoisse de la population en période de crue, c'était la sirène, les coups de sirène qui annonçaient, chaque coup de sirène annonçait 1 mètre de progression dans la montée du fleuve. Et bien entendu, plus le nombre de coups de sirène était important, plus la crue s'annonçait importante et s'annonçait dévastatrice pour la population. Au cours de l'inondation de mars 1952, un couple se rend le soir au cinéma. Effectivement, la Garonne commençait à monter et elle aura tellement monté pendant la durée de la séance de cinéma qu'ils n'ont pas pu rejoindre leur domicile à pied sec. Ça donne une idée non seulement de la montée, mais de la rapidité de la montée des eaux. Ce n'est que dans les années 80 que d'importants aménagements mettent fin aux inondations. L'élargissement des quais éloigne la Garonne de la ville. Une digue est érigée pour prévenir la montée des eaux et protéger la place principale d'Agen, l'esplanade du Gravier. Nous sommes sur un lieu constamment inondé dans l'histoire de la ville. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le Gravier sur lequel nous nous trouvons est une île marécageuse, bordée d'un côté par le lit principal du fleuve, la Garonne, et bordée en bordure des remparts de la ville par un deuxième bras qui sera détourné vers 1750. On asséchera toute cette zone extrêmement marécageuse et cet assainissement va faire que le Gravier est finalement une conquête des Agenais sur le fleuve. Siècle après siècle, la Garonne a aussi fait la fortune d'Agen et des Agenais. Pour afficher leur réussite, de riches habitants se sont fait bâtir de magnifiques hôtels particuliers au cœur de la ville. Et le plus beau d'entre eux, c'est celui-ci, la Maison Jaille, construite au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle abrite des appartements privés. Son hall d'entrée a été classé monument historique grâce au travail de l'architecte Stéphane Thoin. Derrière cette façade se cache un véritable trésor. Cette cage d'escalier somptueuse, construite pour un riche Agenais en 1874. À l'époque, l'architecte Léopold de Payen travaillait dans le même atelier que Charles Garnier, qui a construit l'Opéra de Paris. Nous avons ici une lanterne qui est une copie tout à fait remarquable d'une lanterne 17e. Et à partir d'ici, on voit l'ampleur et le volume tout à fait exceptionnel de la cage d'escalier. Il est probable que le commanditaire ait voulu rivaliser avec les plus beaux hôtels particuliers, notamment parisiens.
Cette cage d'escalier est particulièrement remarquable par son ampleur, mais aussi par la qualité de son décor, en particulier les faux marbres ou stuc marbre de plusieurs couleurs qui s'assemblent pour former ces tables et ce décor polychrome. Il est tout à fait probable que l'architecte ait pensé à l'escalier des ambassadeurs de Versailles, où on retrouve un décor tout à fait similaire. Ici, tout est impressionnant. Même la rampe d'escalier est imposante. Elle est en fer forgé avec des volutes très travaillées et un décor en tôle dorée typique du XVIIIe siècle. Les plafonds sont d'esprit Louis XVI. À cet étage, la cage d'escalier est éclairée par des vitraux d'esprit tout à fait Renaissance. Ces vitraux montrent à la fois des personnages historiques de la région et également des sites et des monuments d'Agen ou de la région agenaise. Cette profusion en fait d'éléments décoratifs montre bien que le propriétaire avait l'intention d'afficher ses moyens et sa richesse. Depuis le XIIe siècle, Agen est célèbre grâce à une spécialité qui fait toujours sa renommée, le pruneau. En 1871, une confiserie familiale crée une friandise typique, le pruneau fourré. Dans son arrière-boutique, Clément Boisson perpétue cette tradition. Et c'est dans ce curieux chaudron que tout commence. Alors depuis le début, le matériel est resté identique. Donc c'est le chaudron à vapeur. Alors là, c'est un mode de cuisson très efficace pour faire cuire la prune. Alors, quand je la fais, je prends un plaisir. Je peux sentir les arômes des prunes. Je trouve ça vraiment formidable de pouvoir refaire des recettes. Donc travailler depuis très longtemps. Clément fabrique la pâte de prune qui va garnir ses pruneaux. Et comme ses aïeux le lui ont appris, c'est à l'œil et au toucher qu'il juge la cuisson. On regarde un petit peu si la peau se détend. Vous voyez, si la peau se désagrège, c'est-à-dire c'est quasiment cuit. Maintenant, je vais la goûter maintenant pour voir si elle est bonne. Elle est parfaite. Le lendemain matin, c'est Ludivine qui prend la relève pour garnir les pruneaux. Le travail est minutieux. Il faut que ça soit bien rempli, bien généreux. Ensuite, avec la lame de mon couteau, je racle la peau, là, pour qu'il n'y ait plus de chair du pruneau, pour que ça puisse coller sur l'autre partie. Ça me donne l'impression d'être un chirurgien réparateur. La difficulté, c'est de bien reprendre, en fait, la forme de la peau, tout en reconstruisant le pruneau, en fait. Plus au nord, en Gironde, c'est la terre des vignobles.
Ici, la Garonne a donné naissance à des terroirs exceptionnels. Rive gauche, le vignoble de Sauternes, qui doit son nom à ce petit village. Une terre où s'épanouissent des crus mythiques comme Château d'Yquem ou Château de Fargues. Sa forteresse, bâtie au XIVe siècle, est l'un des derniers châteaux forts du Sauternais. Ce vignoble prestigieux fait partie de la région viticole des Graves. Ce nom vient du gravier et des galets charriés jusqu'ici par la Garonne au fil des siècles. Rive droite, le fleuve longe la région de l'Entre-deux-Mers, un autre vignoble. C'est aussi grâce à la Garonne que le commerce du vin s'est développé à partir du Moyen Âge. Richard Cœur de Lion, le fils d'Aliénor d'Aquitaine, a été le premier à favoriser l'export du vin jusqu'en Angleterre. Pour contrôler son transport, il a fait bâtir au XIIe siècle une sentinelle sur le fleuve, le château du Cros, dont il ne reste aujourd'hui que les vestiges. C'est toute cette histoire qui intéresse Jean Lapoujade. Il prépare une encyclopédie sur la Garonne et a demandé à David Souni, un historien, d'être son guide. Il y a une porte magnifique. Hein. Voilà, donc typiquement gothique flamboyant, là, cette transition entre le gothique et la Renaissance. Et ça, c'est du XVIe siècle. La fin du XVe, on a encore les pinacles, les fleurons, les crochets qui sont caractéristiques là, de cette période-là. La Seconde Guerre mondiale a été très néfaste pour ce bâtiment qui était encore habité en 1940 et qui a servi de point de mire pour les Allemands et malheureusement, il ne s'en est pas relevé. Aujourd'hui, une association a entrepris de restaurer le château. Bon, on va voir cette vue. Donc là, on est juste en limite de l'enceinte. Il y avait un fossé là, qui isolait le château. On comprend bien l'intérêt de cet emplacement quand tu vas découvrir la vue, le paysage et le contrôle qu'on pouvait avoir à la fois sur la Garonne et puis sur tout le Sauternais en face. Quel point de vue. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment... Quand je vois ce paysage, c'est vrai que j'en ai la chair de poule. C'est vraiment un fleuve à part et un fleuve qui coule dans nos veines, nous, hommes du Sud-Ouest. C'est là que je vois combien Garonne m'a manqué à Paris. Vous dites Garonne et non pas la Garonne. Chez nous, Garonne est une personne. Et donc, on ne va pas l'affubler d'un article qui n'aurait aucun sens pour la désigner. Garonne, je dis Garonne comme j'appelle ma sœur par son prénom, voilà, ou que j'appelle mon père papa ou ma mère maman. Garonne, c'est une personne qui fait partie de notre univers. Et c'est vrai que c'est assez unique pour un fleuve. Regarde cette couleur. Moi, c'est cette couleur que j'aime de Garonne. Cette couleur légèrement verte que je retrouve dans mon Sud-Ouest natal. Et je sais qu'ici, elle n'a pas toujours cette même couleur. Hein. Par moments, elle devient un peu plus beige quand le mascaré remonte. C'est ça. Quand elle remonte ou quand elle est chargée de sédiments, et je crois que la plus belle description qu'on en ait, il y a plus de 1700 ans, c'est le poète Ozone qui, depuis sa propriété, nous parlait de la blonde Garonne. Il pénètre maintenant dans le vignoble de l'Entre-deux-Mers, qui doit son nom à sa situation entre deux fleuves, la Dordogne et la Garonne. Le vin de l'Entre-deux-Mers s'est développé grâce au port de la ville de Cadillac, d'où transitaient les échanges vers Bordeaux. Son château du XVIe siècle incarne la puissance des seigneurs d'Aquitaine. Plus au sud, un autre monument veille sur le fleuve. Le château de Taste, au cœur du village de Sainte-Croix-du-Mont, réputé pour ses vins blancs liquoreux.
Jean et David ont rendez-vous au château Loubens, un prestigieux domaine qui recèle une curiosité hors du commun. Ils sont reçus par Arnaud de Sèze, le propriétaire. Il les emmène en contrebas de son domaine, découvrir cette étonnante falaise de couleur ocre. Elle est composée uniquement de fossiles d'huîtres qui datent de l'ère tertiaire. Nous avons un banc d'huîtres qui s'étend sur 6 à 800 mètres le long de la colline. C'est vraiment des huîtres. Hein. On voit bien la coquille. Ça donne envie de boire un petit vin blanc sec. Exactement. Hein. C'est un phénomène géologique très rare. Il y a plus de 20 millions d'années, la mer recouvrait le village de Sainte-Croix-du-Mont. Quand elle s'est retirée, les huîtres se sont fossilisées et ont formé cette falaise. Malgré le temps, elle est toujours intacte. Exceptionnel. C'est fabuleux. Et c'est friable hein, comme falaise. C'est très friable, mais en même temps, elles sont très solidaires les unes des autres. Ouais. On a une érosion en surface, mais le banc autrement est très stable. Ça ne bouge pas du tout. Et toute la falaise est comme ça? Toute la falaise est faite comme ça. On a une couche d'huîtres avec une épaisseur de 4 à 12 mètres suivant les endroits. Et ce sont les huîtres qui ont vécu là, les générations d'huîtres qui se sont entassées les unes sur les autres. Donc il a fallu quand même quelques années pour avoir une masse pareille. C'est quelques millions d'huîtres, voire quelques milliards. Le bassin d'Arcachon, d'il y a 20 millions d'années. Le banc d'huîtres longe tout le domaine du château Loubens. Jean va maintenant découvrir un lieu surprenant situé au cœur de la falaise. Cette petite chapelle, bâtie au XVIe siècle par Pierre de l'Ancre, un ancien propriétaire du domaine. Les mots sont difficiles à trouver pour exprimer ce qu'on ressent. Et en plus, il y a un esthétisme, même si on sait que ça a été façonné par l'homme, il y a un esthétisme qui est unique. Je vous laisse découvrir de plus près. Le décor est sobre et invite au recueillement. J'ai profité de ce lieu pour le baptême de mes enfants. Et c'était vraiment un moment particulier. On avait installé tous leurs petits amis sur les bancs. Ah oui. Et j'ai jamais vu des enfants aussi sages. Ils étaient complètement subjugués. Et c'était très drôle. Les peintures sont d'origine, et là, manifestement, ce sont les... On retrouve, c'est le portrait de L'Ancre. Le fameux de L'Ancre. Et de son épouse, là. Ce lieu a aussi connu la visite de Louis XIII, qui a assisté à une messe après une partie de chasse dans la région. Jean et David ne sont pas au bout de leur surprise. Arnaud les emmène maintenant découvrir un autre trésor, les caves du domaine. Elles ont été creusées en 1820 à même la falaise, ce qui en fait un lieu exceptionnel.
Magnifique. Voilà, voilà. Nous avons une cave qui fait une 40aine de mètres de profondeur. Et que de l'huître. Et que de l'huître. Toutes les parois, là, c'est de l'huître, de l'huître, de l'huître. Et il y a 7 galeries comme celle-ci, entièrement creusées dans ce banc d'huître. Nous bénéficions d'une température absolument constante. 14 degrés, été comme hiver. À l'abri de la lumière, des trépidations. Donc le vin peut se reposer là, tranquillement. Sans à-coups. Sans à-coups, et évoluer doucement. Arnaud conserve ici ses vieux millésimes. Voilà. On ne cache pas nos lingots en Suisse, ils sont là. Jean découvre la robe de ce vin qui a la couleur de l'or. Il s'agit du millésime 96, l'un des plus savoureux. Ça va loin, là, comme ça Ça continue, il y a quelques piles. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Un peu plus loin, quelques flacons encore plus précieux. C'est l'impérial, la bouteille qui contient en fait 6 litres, ce qui représente 8 bouteilles. 96. Donc, et ça fait une petite bouteille sympathique à l'occasion de mariage, de choses comme ça, de baptême. Tout au long de l'entre-deux-mers, le fleuve et les vignes dessinent un paysage typique. Le vignoble épouse les coteaux pour descendre jusqu'au bord de l'eau, sur un terroir unique, le Palu. Une terre régulièrement inondée, où la vigne s'épanouit les pieds dans l'eau. C'est la région favorite d'Adeline Fallière, une historienne qui connaît bien les abords du fleuve. Alors ce que j'aime quand on commence à monter sur les coteaux de la Garonne, c'est qu'elle se laisse à peine entrevoir à travers les végétaux, les arbres, et de temps en temps, on a une magnifique trouée, une magnifique perspective, et là on peut enfin la voir. On voit, surtout en cette saison, on commence à voir les vignes qui se jettent dans cette Garonne. Au XIXe siècle, le fleuve a sauvé une partie du vin de l'entre-deux-mers. À l'époque, partout en France, une maladie ravageait les vignes. Seules celles situées au bord de la Garonne, sur le Palu, y ont échappé. On s'est rendu compte qu'au moment de la grande contamination par le phylloxéra, au milieu de ce 19e siècle, ce phylloxéra qui est cet insecte qui mange les racines de la vigne, ce phylloxéra ne se développait pas lorsque les vignes étaient les pieds dans l'eau. Donc pendant les périodes où tout le vignoble bordelais, et pas uniquement le vignoble bordelais, puisque le Languedoc, la Bourgogne a été également touché, on s'est rendu compte que ce vin résistait. Et il n'y avait que les viticulteurs de Palu qui pouvaient fournir du vin au commerce. Les barriques de vin étaient transportées sur le fleuve jusqu'en Europe du Nord. Ce commerce a fait la fortune de nombreux négociants à Bordeaux. Ils habitaient en ville, mais ils se sont fait construire de magnifiques propriétés qui avaient une double vocation. À la fois maison de campagne et domaine viticole. Ces propriétés, ce sont les chartreuses. Elles rappellent ces demeures où les moines chartreux se retiraient pour prier. La plupart avaient vue sur le fleuve. Alors voilà ce qu'est une belle chartreuse bordelaise du début du 19e siècle. Parce que, à mes yeux, et je ne suis pas la seule, c'est un des exemples peut-être les plus parfaits de ce qu'on ait jamais fait
ici à Bordeaux à cette époque-là. Les négociants bordelais ne souhaitaient pas trop étaler leurs richesses. Les chartreuses étaient alors bâties en simple pierre de taille. Leur style est élégant, mais discret, comme ici au château de Plassans. À l'époque, la beauté de la construction, c'est la symétrie et la pureté des lignes. Les caractéristiques de cette architecture qui sont en adéquation parfaite avec ce qu'est la chartreuse, c'est-à-dire une maison de maître au centre, ce que nous voyons, qui s'étire horizontalement sans étage, ça c'est une spécificité de la chartreuse, et l'on marque cette architecture, cette maison, par cet avant-corps central. Il est composé d'un péristyle et de colonnes de style néo-palladien, s'inspirant du modèle antique. La cour intérieure est encadrée de part et d'autre par les chais du domaine. La chartreuse, c'est une maison de campagne. On s'y rend pour les vendanges, on s'y rend bien sûr pour la chasse, mais on y vient également pour les moissons. Et c'est là que l'on aime se reposer, se ressourcer, tout en surveillant quand même le rendement de son vignoble. Nous allons dans le sein des saints de Château-Plassans, la cave de ce magnifique domaine. Alors là, nous sommes exactement sous la maison. Sur plus de 50 mètres de long, 150 barriques à perte de vue. Entre les voûtes, ces petites fenêtres conçues pour ventiler les lieux. Aujourd'hui, peu de chartreuses ont conservé leur cave en si bon état. Elle est unique parce qu'elle a subi, je dirais, aucune modification. Magnifique travail de pierre de taille. On remarque que la pierre de taille est utilisée pour la construction de la maison, mais également pour les sous-bassements. C'est-à-dire que tous les bâtiments consacrés au vin reçoivent, je dirais, la même attention que les bâtiments destinés à recevoir la famille. Voici la première chartreuse de l'Entre-deux-Mers, construite ici à Saint-Louis-de-Montferrand par la famille Fillot en 1740. Elle est aujourd'hui en cours de restauration. Nous sommes au domaine de la Séglière. C'est une ancienne propriété viticole qui a conservé, aujourd'hui encore, ce charme, cette douceur, cette maison extrêmement humaine dans sa taille, dans ses proportions, et qui nous traduit, je trouve bien encore, ce qu'était ce bon goût et cet art de vivre dans ces chartreuses bordelaises au XVIIIe siècle. Pour faire de cette propriété une demeure de prestige, la famille a fait rehausser les façades par ses frontons. Et pour la protéger des caprices du fleuve, il a fallu aussi la surélever. Ces 5 fenêtres permettaient de surveiller le chargement du vin. Alors, en sortant de la maison de la Séglière, nous retrouvons la configuration de tout cet aménagement des bords de Garonne, avec l'ancien chemin de halage qui est aujourd'hui une route, et enfin un terre-plein qui servait de débarcadère, parce qu'on venait également à la Séglière en bateau. Il n'y avait pas que le vin qui était acheminé par voie fluviale. Un terre-plein qui, vous le voyez, est construit, bâti en pierre de taille
Et c'est de ce terre-plein que l'on pouvait donc rouler les barriques sur des appontements de bois. Elles étaient alors chargées sur des gabarres et acheminées jusqu'au port de Bordeaux. Un peu plus loin, toujours en bordure du fleuve, la Chartreuse de Valrose. Magnifique. Cet ancien domaine appartient aujourd'hui à Anne Junière. Moi, j'aime beaucoup quand on arrive comme ça parce que... Petit à petit, elle se dévoile. Hein. Exactement. Là, on voit cette maison qu'on soupçonne à peine quand on est de l'autre côté de la grille, au bord de l'eau. On aperçoit, on devine, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et elle est encadrée par les arbres. Et ça, c'est très beau. Et là, on arrive dans cette cour d'honneur qui est effectivement superbe. La construction date de 1750. Au-dessus du fronton, 2 anges et des décors de raisin rappellent le domaine viticole. Voilà, vous êtes dans la pièce principale de la maison de Valrose. Le décor est d'origine, seul le mobilier a été ajouté. Qu'est-ce que c'est beau! Une pièce que je trouve, moi, évidemment superbe. Ce qui est très particulier, c'est ce plafond rentré, ce petit dôme avec ses feuilles. Le lustre, bien sûr, qui est exactement de la même époque et qui éclaire cette pièce du centre et qui donne aussi toute cette profondeur à la pièce. Et puis, bien sûr, toutes ces statues qui sont un rappel à la vigne. L'architecture de la pièce, les perspectives et la lumière ont été particulièrement soignées. Il faut en effet pouvoir profiter pleinement de la nature quand on vient séjourner dans sa Chartreuse. Voilà, on a le portail, le bord de l'eau. Vous rentrez à l'intérieur dans la pièce centrale. Et là, vous avez le prolongement de cette première allée par le jardin en terrasse et la deuxième allée, toujours avec les points de fuite. Où que vous soyez au centre de cette pièce, vous avez cette double vue, mais vous l'avez également dans l'autre sens, notamment par là. Toutes les pièces en enfilade. À côté, les boiseries de la salle à manger ont conservé leur couleur d'origine. Elles sont peintes en jaune, un ton chaleureux qui rappelle le soleil et la campagne. La partie supérieure, donc, au-dessus de ce lambris, est composée, on le voit, d'un décor en tissu, un tissu qui est imprimé. Ce sont souvent ou des cotonnades imprimées ou des soieries imprimées. Peut-être venait-elle, celle-ci, de Beautiron, parce que tout près, ici, de la région de Bordeaux, il y avait une très grande manufacture de tapisserie qui reprenait notamment les modèles de Jouy, qui sont très célèbres au XVIIIe. Donc il est probable que on peut imaginer que cette tapisserie vient de la manufacture de Beautiron. Retour sur la Garonne. Ici, dans le Bordelais, le fleuve impose un rythme très particulier. L'Atlantique est à plus de 80 km et pourtant, les marées remontent jusqu'ici. Une contrainte à laquelle doit faire face Sarah Dumigron, une éleveuse de la région. Ce matin, elle a appelé un ami en renfort car les fortes marées de la Garonne ont inondé les prairies et elle doit déplacer ses moutons. C'est ça qui t'embête là, on voit la Garonne oui, qui a commencé là, à déborder. La Garonne a commencé à monter, donc voilà, j'ai entendu, il ne faut pas que ça monte plus. D'accord. Sarah élève un troupeau de Scottish Blackface, une race rustique qui a besoin de beaucoup d'espace. C'est pourquoi elle a choisi cette immense parcelle de terre formée par un ancien bras du fleuve, l'île Raymond. C'est la 3e saison que je suis ici et on a eu 2 hivers très secs, donc l'eau n'est pas rentrée. Et là, cette année, je découvre la vie avec la marée. Et ça m'a posé parfois des soucis. En mars-avril, où l'eau était rentrée énormément. Et là, j'ai eu des brebis, il y a des fois bloquées sur les buttes pendant 8-10 jours. Ouais, avec de l'eau vraiment
j'étais obligée d'aller voir mes brebis avec des bottes qui montent jusque sous les bras. On va les passer au-dessus du coup. Donc on va les faire passer de l'autre côté, voilà. Qu'elles soient bien au sec et qu'il n'y ait pas de risque. Du coup là tu veux, on va pas fermer là tout de suite du coup? Non, on ne ferme pas. Tant qu'elles sont prêtes à passer, voilà, je vais les appeler. Tu vas te mettre un peu plus haut là. Ouais. Voilà. Pour les, Je vais faire passer le gros du troupeau et après on verra. Pour, ok, ça marche. Sarah surveille particulièrement ses agneaux. Ils viennent de naître et cette agitation soudaine les éloigne de leur mère. Va pas te noyer, petite brebis égarée. Bien, voilà. Ah mais remets-lui de l'autre côté du coup. Parce je la remets avec sa mère du coup. Oh, t'as peur. C'est fini, regarde. Ils passent pas tous au même stade, la mère et l'agneau passent pas au même moment, donc jusqu'à ce qu'ils se soient bien retrouvés, ça va être un peu bruyant. Voilà. Regarde, elle est là ta mère, regarde, elle est là. Cette façon de travailler est nouvelle pour Sarah. Avant d'arriver sur l'île Raymond, elle élevait un troupeau de moutons en montagne. Suivant le temps, s'il pleut, suivant le climat, en fait, ça monte plus ou moins vite. Je suis obligée de jongler tout le temps avec l'eau, donc voilà. Faire en sorte que sur les hauteurs, il y ait toujours suffisamment d'herbe pour pouvoir les accueillir en cas d'inondation. Voilà. Donc là, je m'étais réservé de l'herbe, donc du coup, elles vont être bien ici pendant les quelques jours où on ne pourra plus traverser. Il faut jongler, mais quelquefois, on se fait avoir par la marée. Ça, c'est la dernière, là, du coup? Ouais. Et du coup, voilà. Il est tout petit, alors il va pas vouloir passer dans l'eau. Ouais, c'est la maman, du coup, qui... Ouais. La mère va passer, mais il faut que le petit passe. Et voilà, au sec. Le calme est maintenant revenu, au moins jusqu'au prochain caprice de la Garonne. Ce matin, Sarah part sur le fleuve avec Laurent Bajol, un pêcheur professionnel, dans la région depuis 20 ans. Il l'emmène pêcher l'anguille. Laurent connaît parfaitement cette portion du fleuve. Sur le chemin, Sarah en profite pour en apprendre un peu plus sur ces petites constructions typiques dans la région. On appelle ça des carlets. C'est des pêcheurs qui viennent ici souvent le week-end pour attraper quelques poissons. Ils descendent ça dans l'eau, ils le laissent pêcher 5 minutes et ils relèvent. Ils y attrapent quelques mules, souvent, pas grand-chose à vrai dire. C'est l'occasion aussi d'être en famille, de venir pêcher. C'est pas un endroit désagréable pour passer son dimanche, quoi, en tout cas. Non, ils sont à l'ombre, ils sont bien. Voilà, c'est ça. La Garonne ici a toujours été réputée pour ses poissons. Malgré la raréfaction des espèces, due en partie à la pollution, la pêche est toujours possible. Laurent observe la Garonne avec un œil d'expert. L'aspect de l'eau est un excellent indicateur pour la prise de poissons. Aujourd'hui, tu vois, là, c'est une eau qui est plutôt... qui est pas très claire finalement. Elle est un petit peu jaune. C'est ça. À mon avis, c'est une eau qui arrive du Tarn, ça. Ça, c'est le Tarn. Donc ça... C'est le Tarn, oui. Le Lot, il apporte une couleur plus rougeâtre, lui. D'accord. Et alors bon, forcément, ça a une incidence sur la pêche, puisqu'on sait que si la couleur de l'eau a changé, c'est que forcément, il y a de l'eau qui arrive de quelque part. Le poisson va réagir à ça. Comme l'eau est trouble, la pêche est favorable pour les anguilles, car elles n'aiment pas la lumière et préfèrent se cacher dans l'ombre. On arrive à l'entrée du Ciron. Ouais. Alors donc, c'est une petite rivière également, un petit cours d'eau qui se jette dans la Garonne. Comme tu peux voir, alors, la couleur de l'eau est différente. Tout à fait, ouais. Cet affluent prend sa source dans les Landes de Gascogne.
il vient se jeter ici, près du village de Barsac. Le ciron est atypique. Son lit est très étroit, encaissé dans un couloir d'arbres. Ces eaux ne voient pratiquement jamais le soleil. Elles sont plus froides que celles de la Garonne et aussi plus foncées. Sarah et Laurent s'approchent maintenant du lieu de pêche pour les anguilles. J'ai posé les nasses ici, tu vois. Je les appâte avec des verres. Je fais des petites brochettes de verre, hein, de ça a gros l'air verre. très appétissant. Ah ben les anguilles, ça leur plaît, ouais. Non, c'est le meilleur appât en été, quoi. D'accord, en avant. Bon. Voilà les nasses et voilà les anguilles qui sont dedans. Ah, et une prise. Deux. Deux belles. Deux belles. Allez, je te laisse À sortir. vider la nasse. Ouais. Les anguilles s'établissent dans la Garonne. Elles arrivent à y passer une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années avant de repartir pour pondre dans la mer des Sargasses. Et après, il y a tous les poissons migrateurs qui sont là, mais durant juste la saison de la ponte. Il y a de la lamproie qui remonte, la lauze au mois d'avril, mai, juin. Le saumon aussi, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ouais, le saumon, la truite de mer. Ouais. Sur ces lignes, Laurent a accroché une trentaine de nasses qu'il a immergées la veille. C'est un piège, tout simplement. Hein. Attirées par les vers dedans, eh bien, elles vont chercher autour et puis elles vont franchir les deux compartiments et se piéger dedans. D'accord. En fonction des crues, des marées et des intempéries, la Garonne change de niveau régulièrement. C'est un fleuve qui est très capricieux, donc effectivement, pour la pêche, c'est beaucoup plus contraignant. Ça nous oblige à avoir des hauteurs de filets différentes, puisque chaque année, les hauteurs d'eau sont différentes. Ça nous oblige aussi à avoir du matériel plus solide, plus adapté à chaque pêche, forcément. Il y a 30 nasses là, quand même. Il y a 30 nasses. Donc des fois, tu sais, t'as pas grand-chose, et puis d'autres fois, tu peux avoir 10 kilos quoi, sur 30 nasses. C'est pas mal, quoi. 10-15 kilos. Donc là, on est sur une période de niveau d'eau constant. Ouais. Donc on devrait faire une petite pêche, je pense, assez sympa, mais c'est la surprise à chaque fois. Ouais. Bon, mais c'est pas mal. Il doit y avoir 5 ou 6 kilos anguilles, là. Ouais, c'est une petite pêche, mais c'est bien, hein, en fait. Je veux pas... Faut pas s'attendre à faire des centaines de kilos en Garonne, mais c'est un beau métier, quand même. C'est pour ça que je veux pas lâcher. J'espère que la pêche continuera et qu'il y aura tout le temps un peu de poissons à pêcher, quoi. C'est un métier, quand même, qui est valorisant. Il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent sur la Garonne. Je fais partie des quelques derniers pêcheurs. Je pense qu'on est... on doit être 6 ou 7 actuellement encore pêcheurs sur la Garonne professionnels. Je suis content d'être sur l'eau et puis de pratiquer mon métier, oui. Le lendemain matin, Laurent apporte ses anguilles dans un restaurant qu'il connaît bien, à Cadillac. Ouais, tu peux, il fait un petit peu de bruit, mais bon, après tu peux faire... Salut Flavien. Salut Laurent. Ça va? Ici, le chef, Flavien Valère, met en valeur le patrimoine gastronomique de la Garonne. Il va préparer des anguilles à la persillade, un plat traditionnel de la région que tous les pêcheurs connaissent. Pareil, pas trop haché. Mais Flavien a adapté la recette au goût du jour en allégeant les ingrédients. Tu les sales en premier, toi? Ouais, un tout petit peu de sel comme ça. Ouais. Ben, le sel colle comme ça à la peau, à la chair. Ouais. Et après la farine enrobe. Ouais, d'accord, ouais, c'est pas plus mal, ouais. Ouais, c'est vraiment léger pour la quantité. Juste fariné, mais vraiment léger, bien tapoté pour enlever vraiment l'excédent qu'on n'ait pas. Qu'on ne sente pas la farine. Tu les as pêchés hier, ça? Ouais, c'est pêché hier, ouais. Voilà. Comme quoi, la Garonne, d'avoir la Garonne à 200 mètres à côté, oui, ça a des avantages. Puis c'est des, en tout cas, pour nous, c'est bien.
aussi d'ici, c'est quand même voilà, la Garonne. On va pêcher l'anguille, on met les nasses dans les petits ruisseaux quand on est gamin. Ouais. Ah oui, ça présente bien. Ouais. La persillade permet de mettre en valeur toutes les saveurs de l'anguille. Ah oui, c'est très bon. C'est moelleux. Ouais, j'associe à mon enfance et puis ça a été le premier poisson que je pêchais bien avant de devenir professionnel. Il y en avait en quantité dans les ruisseaux et on partait avec le petit canne à pêche. Ben, tous les gamins ici pêchaient. On a cuisiné le soir à la sortie d'anguille, c'est exactement pareil. Voilà, comme à la maison. C'est impeccable. Ouais, très très bon. Nous quittons la rive droite de la Garonne pour aller rive gauche. C'est à quelques kilomètres au sud de Bordeaux que se trouve un joyau de la région, le château de la Brède. C'est ici que Montesquieu est né, en 1689. Le château a été édifié au XIVe siècle, avant d'être remanié à la Renaissance. Il conserve son aspect médiéval, avec sa forme polygonale atypique. Mais des passerelles remplacent les anciens ponts-levis pour plus de légèreté. Et les douves sont agrandies au XVIe siècle pour donner un effet miroir d'eau très prisé à l'époque. Comme posé sur un lac, le monument est ainsi mis en scène. La table, on la met au milieu. Aujourd'hui, le château est en pleine effervescence. Moi, je trouve qu'en dimension, elle est bonne, là. Hein. On met une nappe ou on la laisse comme ça? Non, on a dit on la laissait comme ça, pour voir le... Edith Huy, la guide du château, et José Desfilis, le directeur, réaménagent la salle à manger. Alors, attendez. On va essayer de trouver les 8 mêmes. 2, 3. Depuis Montesquieu, toute la vaisselle a été conservée. Nous sommes en train de réouvrir cette salle au grand public. Jusqu'à présent, elle ne se visitait pas et donc ça va être une nouvelle attraction du château. Voilà. Depuis le 19e, elle a servi de salle à manger. Peut-être que du temps de Montesquieu, c'était aussi la salle à manger. Ça, on ne le sait pas, à vrai dire. Ah ben, il y en a même quelques-unes aux armes. Regardez, Charles. Celle-ci a les armes. Si les visiteurs ne les voient pas de loin, nous, ça nous fait plaisir de voir les armes Montesquieu sur les couverts. De la table. Oui. Le résultat est superbe. Ça change la salle. Vous avez vu avec la lumière qui passe dans les verres, là, et qui se reflète sur la table, c'est superbe. Hein. Ça va plaire, c'est sûr. Aujourd'hui, le château est géré par une fondation qui le restaure peu à peu. José Desfilis vient faire l'état des lieux 2 fois par an. La visite commence par la bibliothèque, la pièce maîtresse du château. Elle mesure plus de 200 mètres carrés. C'est Montesquieu qui a transformé ce vaste espace en bibliothèque, car au Moyen-Âge, c'était une salle de justice. On suppose que cette fresque représente les 3 pouvoirs, au nom desquels on rendait la justice à l'époque: l'Église, le roi et le Seigneur. Ces bibliothèques ont été mises en place au XIXe siècle par les descendants de l'écrivain. Mais tous les livres de Montesquieu ont été légués à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Edith et José nous emmènent dans un lieu interdit au public, les combles du château.
attention à la tête. C'est ici que sont entreposées les véritables bibliothèques de l'écrivain. On est ici face aux vestiges des armoires qu'a connu Montesquieu. À l'époque, il y avait 32 bibliothèques comme celle-ci. Il n'en reste aujourd'hui plus que 2. C'était des grillages de laiton qui fermaient les portes, car on disait que les livres devaient respirer. Donc il fallait quand même les protéger, mais avec le grillage, l'air pouvait circuler et les livres se conservaient mieux. Il faut imaginer que sur toutes les bibliothèques, il y avait en tout 4800 livres. C'est une collection extraordinaire. Montesquieu, qui faisait un travail extrêmement documenté, à base de notes de lecture, c'était sûrement des objets très quotidiens pour lui. Je crois qu'on ne peut pas se priver de ces armoires. C'est un élément essentiel de l'histoire du château, donc on va les conserver, bien sûr, et on va les redescendre dans la bibliothèque, elles y ont leur place. Dernière étape, la pièce la plus intime de l'écrivain, sa chambre à coucher. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, vraiment l'urgence de la salle, les tapisseries du lit de Montesquieu qui se dégradent grandement. Parce qu'on est vraiment là dans le quotidien de Montesquieu, dans ce qu'il a touché, dans ce qu'il a connu. Et curieusement, on ne sait pas pourquoi la partie basse est beaucoup plus dégradée que la partie haute. Parce qu'elle a dû être plus frottée. Ah oui, c'est ça. Il faut penser aux meubles, aux chambres, aux robes. Je pense que de toute façon, même du temps de Montesquieu. Ce qui se passait, c'est que le soir, il fermait ses rideaux de cette façon-là, je pense. Voilà, oui, non, tout était clos, tout était entièrement clos. Ce château-là, il est resté 900 ans dans la même famille, jusqu'à sa dernière propriétaire. Il a son mobilier d'origine. Vous voyez, ces tissus, ils sont dégradés, mais ils ont le mérite de nous transmettre l'histoire. Donc on va essayer de les remettre en état sans détruire l'émotion du lieu. Il y a des restaurations auxquelles il ne faut pas toucher. C'est l'usure de la pierre, voilà. Vous connaissez cette histoire, la pierre usée, parce que Montesquieu, il posait son pied, et à force de poser son pied, puis toujours au même endroit, eh ben... D'accord, donc ça, il ne faut pas le restaurer. C'est une usure historique. Après avoir parcouru plus de 600 km depuis l'Espagne, la Garonne à gauche rejoint la Dordogne à droite. Elles se jettent ensemble au bec d'Ambès, dans l'estuaire de la Gironde. Très convoitée au cours de l'histoire, c'était une porte d'entrée sur le territoire français. Pour en assurer la défense, Vauban y a construit au XVIIe siècle une immense forteresse. La citadelle de Blaye, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Du haut de son promontoire rocheux, elle empêchait les bateaux ennemis, anglais et hollandais, d'accéder au port de Bordeaux. Dans ses mémoires, Vauban a écrit que de toutes les places fortes qu'il a construites, c'est de la citadelle de Blaye dont il est le plus fier. Il est 8 h du matin. Les premiers visiteurs ne sont pas encore arrivés. Un moment privilégié pour Élise Barconnière, la guide de la citadelle. Ici, on est à l'endroit où on a, selon moi, le plus beau point de vue en fait, sur l'estuaire de la Gironde. Il est majestueux, très large. On a l'Atlantique très loin, mais qu'on ne voit pas encore d'ici, mais on a vraiment quand même l'ouverture maritime, déjà, c'est pas seulement le fleuve. Et puis on a ces îles, cet archipel des îles, là, qui est à la hauteur de Blaye, donc avec des lignes très horizontales. Enfin, c'est un endroit, moi, que j'affectionne particulièrement. Le site est occupé depuis très longtemps, depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ. Et il a toujours été habité. La ville de Blaye, elle était ici, à l'origine. Et puis, au cours du XVIIe siècle, on en a fait un site uniquement militaire pour contrôler l'estuaire de la Gironde. Le site a évolué, la ville s'est déplacée, elle est allée s'installer au pied de la citadelle. Les soldats ont pris la place des habitants.
Et Vauban va récupérer aussi un maximum de défenses existantes et les intégrer dans ses fortifications. Aujourd'hui, 6 habitants vivent dans la citadelle. C'est un endroit vraiment qui a beaucoup de charme, assez difficile d'expliquer pourquoi, mais vraiment un charme tout à fait particulier. Une pierre qui a une belle couleur, c'est très minéral, mais en même temps, c'est un peu comme une petite campagne dans la citadelle, puisqu'on a des petites maisons, les arbres, des jardins, même un petit château fort, puisqu'on a notre château du Moyen-Âge. 6 galeries souterraines parcourent la citadelle. Elles permettaient aux soldats de passer du chemin de ronde au bastion. Élise nous emmène maintenant dans l'une d'entre elles, interdite au public. Alors là, on emprunte un passage, une galerie de circulation aménagée par Vauban, en fait, pour faire circuler ses soldats d'une ligne de défense à une autre. Mais en fait, il a récupéré une défense un petit peu plus ancienne, qui était là déjà avant la citadelle de Vauban. Et il l'a conservée pour ensuite pouvoir ménager un passage pour ses soldats. On voit des différences de construction, la façon de tailler les pierres, en fait. Ça, c'est pas une façon de tailler les pierres comme l'a fait Vauban, en fait. On a des pierres plus anciennes sur ce mur-là, et celui-ci également, en fait. Donc, on voit ici qu'on a une superposition, en fait, des époques. On a un site qui est très ancien, beaucoup plus ancien que Vauban, et on voit comment il a réussi à utiliser l'existant pour pouvoir permettre l'utilisation à son époque, en cas de siège, par ses soldats. Et pour compléter son système de défense, Vauban a fait bâtir sur cet îlot le fort Patay. Un verrou sur l'estuaire, construit dans le prolongement de la citadelle. Sur la rive gauche, le port de Pauillac. Un convoi insolite s'apprête à remonter l'estuaire et le cours de la Garonne jusqu'au sud de Bordeaux. Plusieurs fois par mois, cette barge transporte des pièces de l'Airbus A380. Aujourd'hui, c'est une aile. Elle mesure 36 mètres de long et 3 mètres de large. Elle a été acheminée à Pauillac par bateau depuis son lieu de construction en Grande-Bretagne. Après plusieurs études de faisabilité pour justement acheminer tous ces composants à Toulouse, Airbus en a conclu que la voie fluviale était la plus économique et la plus pratique. Ça permet à la fois de sortir dans ce que l'industrie fait de plus récent, tout en recollant à une pratique ancienne maritime et de batellerie qui avait lieu sur la Garonne avant. Dans Bordeaux, du Briand. À bord, le commandant est assisté de Christophe Reux. Bordeaux, bonjour. Le Brion en route de Pauillac pour Bègle et Langon, 1,75 m de tir. Il est pilote, spécialiste de la navigation sur l'estuaire. Sa présence à bord est obligatoire. La Gironde est le plus vaste estuaire d'Europe. Il est long de 75 km. Le mélange des eaux salées de l'Atlantique et des eaux douces des deux fleuves lui donne cet aspect beige et trouble si caractéristique. Sans cesse, la rencontre des alluvions et des sables marins transforme ce paysage. Cette longue bande de terre, par exemple, est la réunion de 3 îles. Un peu plus loin, la toute petite île de Trompe-Loup est peu à peu mangée par les eaux.
Son phare est déjà presque immergé. À l'époque, il faut savoir que le phare était construit sur l'île. Et avec l'évolution des bancs, qui sont tout le temps en mouvement, et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un petit bout de l'île, et le reste, le phare les pieds dans l'eau. Ce phare qui d'ailleurs, avec l'autre phare qu'on aperçoit également, le phare de Patiras, servait d'alignement aux pilotes pour naviguer en Gironde et longer toute la partie du chenal de Gironde qui se trouve près de Saint-Estèphe. Il y a toujours eu des mouvements. Quand on regarde les anciennes cartes, on se rend bien compte des déplacements qu'il y a eu, des îles qui étaient reliées entre elles et qui ne le sont plus. Par endroits, vous avez les sédiments qui se fixent et qui forment des langues de terre, et ailleurs, vous avez des îlots complets qui disparaissent ou qui changent de forme. 3 heures après avoir quitté Pauillac, la barge rejoint la Garonne et s'apprête à entrer dans Bordeaux. Le passage des ponts est délicat puisque ce sont des obstacles à la navigation avec des hauteurs libres pour certains assez réduites. Et l'espace entre les arches, entre les piles assez réduites, comme le pont de Pierre qui est une arche marinière ronde. On descend le mât principal, le mât de signaux et le mât radar, de manière à baisser le tirant d'air du navire pour pouvoir passer les ponts en toute sécurité. Le premier sur sa route, le voici. Le pont d'Aquitaine, à 60 mètres au-dessus de la Garonne. Puis la barge longe le port de la Lune au centre de Bordeaux. C'est ici que le navire rencontre la difficulté majeure de son parcours, le passage du pont de Pierre, le plus ancien de la ville. On va peut-être ralentir un peu. On va réduire, ouais, on va commencer, on s'étalera à 400 mètres du pont. Je vais prévenir le port. Oui, rebonjour, on va se mettre en stand-by à 300-400 mètres du pont. On attend le feu vert. C'est Napoléon qui a ordonné sa construction en 1807. Le pont compte 17 arches. C'est le nombre exact de lettres nécessaires pour écrire Napoléon Bonaparte. Les bâtisseurs ont mis 15 ans à l'ériger car ils ont dû affronter la force du courant. Les piles ont été posées sur 220 pieux en bois, enfoncés à 10 mètres de profondeur dans le lit du fleuve. Pour franchir le pont, la barge dispose de 15 minutes. Ce qu'on appelle l'étale, c'est-à-dire l'absence de courant, va durer très peu. Elle est d'autant plus brève que le coefficient de marée est élevé. Et vous allez voir très rapidement l'apparence changer, le courant se calmer, le niveau de l'eau monter. Et là, on a une fenêtre assez étroite pour passer. La forme du pont est aussi une contrainte. Le pont est très étroit, c'est un pont à l'ancienne, très étroit, pont de pierre. Et des effets de courant très importants et de montée d'eau qui nous obligent à passer dans certaines conditions et en faisant très attention. La barge est très large et la marge de manœuvre est minimale. 1,50 m de jeu seulement entre le navire et le pont. Il suffit d'un écart et c'est le choc. C'est pourquoi le bateau doit passer impérativement sous l'arche numéro 9, protégé par ses défenses. Pour Mathieu, l'enjeu est énorme. Si la pièce d'avion est abîmée, c'est tout l'Airbus qui est déclassé. Cet après-midi, le fleuve est agité. Difficile d'anticiper les remous du courant. Ça commence à s'étaler, ça monte, mais je vais y aller doucement. C'est vert. OK. Bon, port Bordeaux, du Brion, on y va.
passé? Très bien. On voit votre visage que vous étiez concentré. Beaucoup. Beaucoup. Aujourd'hui, 8 ponts franchissent la Garonne à Bordeaux. Mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les deux rives n'étaient pas reliées et la Garonne était une véritable barrière. C'est pourquoi Bordeaux s'est surtout développé rive gauche, le long du port de la Lune, avec sa splendide place de la Bourse. À l'entrée de la ville, le pont le plus spectaculaire, le fameux pont d'Aquitaine. Un pont suspendu, construit au début des années 60. Chaque jour, 100 000 voitures empruntent ces voies. Le sommet de ces gigantesques pylônes culmine à 100 mètres au-dessus du fleuve. Deux haubans maintiennent le tablier du pont. Une structure souple qui bouge sans cesse et nécessite une surveillance très assidue. 2 journées entières dans l'année, le pont d'Aquitaine est fermé à la circulation, car d'impressionnants travaux d'entretien ont lieu. Annie Monnier est responsable de la sécurité du pont. Elle est assistée par Sébastien Borne. Aujourd'hui, ils vont inspecter le pont dans ses moindres détails. Ils s'apprêtent à grimper le long des haubans pour vérifier l'état des câbles qui maintiennent sa suspension. C'est complètement rond, c'est une section ronde et en fait, ça glisse pas trop. Puis surtout, on a des chaussures qui permettent de ne pas glisser. Allez, on y va. Ils commencent leur inspection à 80 mètres au-dessus de la Garonne. Leur travail consiste à mesurer la tension des câbles. Mais à cette hauteur, le moindre détail a son importance. On n'aime pas parler de danger, puisqu'en fait, on fait tout pour qu'il y ait la sécurité. Donc, on a la formation, puis tout notre équipement qui est vérifié régulièrement. Donc, tout est attaché. Mon couteau, l'appareil, mon téléphone, tout est attaché. Même nos crayons, si on a des crayons, ils sont attachés. On ne peut pas se permettre de faire tomber quelque chose sur un bateau, donc, ou sur une voiture quand le pont est ouvert. Donc, c'est tous les dangers auxquels on doit penser, mais on ne les pense pas en tant que danger, mais en tant que risque. Annie travaille avec Sébastien depuis 5 ans. C'est lui qui est chargé d'assurer sa sécurité. Pour passer les trucs là, et faire comment? Annie surveille le pont et moi je surveille Annie. C'est mon rôle. Si je lâche le bout, c'est bon? C'est pas très grave ça. Tu les feras au fur et à mesure. Ah ouais. Elle est complètement autonome, elle se débrouille. Moi, je suis vraiment le valet d'Annie. Il m'installe mes cordes quand même, j'aime préfère que ce soit lui. Voilà, parce qu'on est attaché quand même à ça, donc
faut que ça se soit très, très bien installé. Donc c'est aussi une histoire de confiance, quoi, entre nous et voilà. Allez, je te jette. Tu peux te jeter dans le vide. Dans la région, Sébastien intervient sur plusieurs sites. Mais il apprécie par-dessus tout la magie du pont d'Aquitaine. C'est un vrai moment sympa. Il fait beau. Personne ne vient ici. On peut totalement profiter de ce moment-là. On est vraiment privilégiés. Voilà. Que dire de plus quoi, que d'être là. Voilà, là. On a cette vue. La Garonne fait complètement partie de ce décor. C'est une masse, quoi. Le tandem contrôle maintenant une partie fondamentale du pont, ses pylônes. Annie et Sébastien vérifient l'état de leur revêtement très épais. 4 couches de béton protègent leur surface. Ils traquent la moindre fissure. Aujourd'hui, l'inspection est satisfaisante. J'ai rien trouvé de mon côté. Tout est normal, on va dire. Demain, 100 000 voitures seront de retour. Situé entre le pont d'Aquitaine et le pont de Pierre, voici le dernier né, le pont Chabandelmas, inauguré en mars 2013. Une prouesse technologique. En moins de 15 minutes, le tablier du pont se lève à une hauteur de 55 mètres au-dessus du fleuve. Ainsi, les bateaux de croisière continuent d'accéder au cœur de la ville. L'un d'eux s'approche. Il mesure 200 mètres de long pour 35 mètres de haut. On passe en conférence. L'équipe du poste de commande se prépare. Oui. Oui. Très bien. On lance la séquence de levage. L'accès au pont est fermé. La levée est imminente. Pascal Besançon, le directeur du pont, contrôle tous les passages de paquebots. Là, c'est le moment le plus magique. On voit cette énorme masse de 2547 tonnes qui s'élève à presque 60 mètres au-dessus du niveau du fleuve. C'est vraiment un instant très émouvant à chaque fois qu'on voit ce pont se lever. Alors, la course de la travée est de 47 mètres, exactement, ce qui permet à tous les grands navires de croisière d'accéder au port de Bordeaux dans des conditions normales. Le bateau va passer dans une demi-heure à peu près. L'objectif, c'est que la travée soit en position haute avant que le bateau ait franchi son point de non-retour.
puisqu'il ne peut pas faire demi-tour devant le poste de commande. Le tablier du pont est maintenant tout en haut. Le bateau peut s'avancer. En amont sur la Garonne, nous retrouvons la barge Airbus alors que le pilote de l'estuaire quitte le navire. Mathieu Stirer reprend seul la navigation pour 3 heures encore. Le navire se faufile dans les courbes du fleuve. On est sur la Garonne fluviale depuis le pont de Pierre, depuis l'île d'Arcin, on a débarqué le pilote. Et là, le fleuve va se resserrer au fur et à mesure et présenter plus d'obstacles, de virages et de ponts et de pêcheurs éventuellement. La barge longe des petits villages, comme ici, Langoiran. On passe beaucoup de temps à regarder, c'est joli. Un coup de corne de brume, le pêcheur. Donc là, le pêcheur, il est au milieu, il a sa bouée rive droite et son filet entre les deux. Donc je l'ai prévenu, je réduis, je le laisse tranquillement lever. La barge se dirige maintenant vers la ville de Langon, le terminus du voyage. De là, l'aile d'avion rejoindra par la route l'usine Airbus de Toulouse.